Bienvenue à l'émission Agenda. Merci. Diriez-vous que l'islam est une religion antidémocratique? Si l'islam est pratiqué sous sa forme la plus pure, alors il est très antidémocratique. De quelle manière? Permettez-moi de faire une distinction entre l'islam et les musulmans. Si l'islam dont vous parlez, et que je définirai comme la religion fondée par Mahomet, est celui du Coran, de la Sunna ou du Hadith, c'est-à-dire la manière dont le prophète Mohammed veut que les musulmans se comportent, cet islam-là est non démocratique, parce que vous ne pouvez adhérer qu'à la loi de Dieu, et il est impensable de faire une loi. Si vous faites une loi et que cette loi est incompatible avec le Coran, c'est la loi islamique qui doit prévaloir. Est-ce que cela veut dire qu'il est impossible d'intégrer l'islam dans la société européenne? Il est possible d'intégrer des musulmans dans la société européenne, parce que si vous voulez intégrer l'islam, cela voudrait dire que vous devez gommer beaucoup de passages dans le Coran et le Hadith, ce que vous ne feriez pas, bien sûr. Je pense qu'il faudrait apprendre aux musulmans à réformer leur religion pour qu'elle s'adapte aux pays qui ont adopté la démocratie libérale. Vous avez écrit le scénario du film Submission, ou Soumission, qui avait comme thème principal la soumission des femmes musulmanes. Quel était vraiment le but de ce film? Je voulais d'abord dire qu'au lieu d'avoir une relation de soumission à la volonté de Dieu, soumission étant le titre du film, mais aussi la traduction du mot islam, on pourrait avoir en tant qu'individu une relation différente avec Dieu, c'est-à-dire une relation de dialogue et de confrontation. Ce que je voulais montrer ensuite, c'est qu'il existe dans le Saint-Coran des versets très cruels à l'encontre des femmes et mis en application. Il s'agit de 4 versets. L'un d'eux dit que la femme qui a une relation sexuelle prémaritale doit être flagellée. Ce verset s'applique aussi bien aux femmes qu'aux hommes, mais c'est beaucoup plus facile de le prouver dans le cas d'une femme lorsqu'elle tombe enceinte alors qu'elle n'est pas mariée. D'après un autre verset, l'épouse doit être battue si elle n'obéit pas à son époux. Le même verset dit aux hommes qu'ils peuvent avoir un rapport sexuel avec leurs épouses chaque fois qu'ils le veulent, même si l'épouse n'en a pas envie. Dans un autre verset, il est dit qu'une femme doit se couvrir totalement, à l'exception des mains et du visage. À travers le film Soumission, je voulais, en mettant ces versets sur le corps des femmes et en les traduisant en images, provoquer une discussion sur le contenu de ces versets et la manière dont ils sont appliqués. Aviez-vous à l'époque une idée des réactions que ce film allait susciter? Je m'attendais bien sûr à ce qu'on dise que tout cela était blasphématoire, que je n'aurais pas dû mettre des versets du Saint-Coran sur des corps de femmes, mais j'avais déjà une réponse toute prête qui consistait à dire qui est plus saint, le corps d'une femme ou un texte. Et si le texte saint dit qu'il faut la battre, alors nous devons affronter cette réalité qui est inscrite dans le Coran et pratiquée par des milliers d'hommes qui disent à leurs femmes qu'ils ont le droit de les battre et que c'est un droit divin. Et nous devons discuter de tout cela. Theo Van Gogh, le réalisateur du film, a été poignardé jusqu'à la mort par des fanatiques à cause du film. Il a été poignardé jusqu'à la mort. Il a été égorgé et on lui a tiré dessus. Il a été tué d'une manière très très cruelle. Vous sentez-vous d'une manière ou d'une autre responsable de sa mort? Bien sûr, parce que la raison principale pour laquelle il a été tué était le fait d'avoir réalisé le film Soumission. De ce point de vue, je ne me sentais pas très bien, et je ne me sens toujours pas bien, et je me sens encore coupable. D'un autre côté, je ne regrette pas du tout d'avoir fait le film Soumission, parce que les deux choses sont différentes. Ce que je regrette, c'est d'avoir mis le nom de Theo Van Gogh dans le film. En visionnant le film, nous avions décidé tous les deux de ne pas montrer les visages des actrices, ni le nom des membres de l'équipe de production. Mais Theo Van Gogh avait insisté pour avoir son nom dans le film, car il disait que du moment que sa voix est cachée, du moment que son nom n'apparaît pas sur son propre film, alors il était déjà mort d'une certaine manière.
C'est ce qu'il ne voulait pas. C'est ce que je dis maintenant, mais je trouve vraiment horrible qu'il soit mort ainsi. Je dois dire qu'il était brave et honnête. En fait, il ne voulait pas, il voulait avoir le droit de parler ouvertement. Le meurtrier a laissé une lettre de menace à votre rencontre sur la poitrine de Theo Van Gogh, après l'avoir poignardé. Quel effet cela a-t-il eu sur votre vie? J'avais un service de sécurité pour me surveiller et qui avait été renforcé à ce moment-là. J'avais également davantage peur parce que bien que j'eusse eu des menaces auparavant et savais que j'étais protégée, je ne savais pas exactement contre quoi je l'étais. Toute cette scène de carnage de Theo Van Gogh et la manière dont il a été tué m'a fait prendre conscience que les gens qui nous menaçaient étaient prêts et capables de passer à l'acte. De ce point de vue, la mort de Theo Van Gogh m'a mis dans une situation difficile. Sachant que vous êtes constamment sous la protection de gardes du corps, y compris en ce moment même, est-ce possible pour vous de mener une vie un tant soit peu normale? Je fais tout pour avoir une vie normale, oui. L'islam radical est un danger pour le monde entier, d'après votre livre qui sera publié cette semaine en Suède. De quelle manière pensez-vous que les gouvernements et les hommes politiques doivent traiter cette question? D'abord, il faut commencer par appeler les problèmes par leur vrai nom. Si des musulmans radicaux menacent la société et sont présents dans un pays, la première des choses à faire, c'est de le dire et d'engager les musulmans modérés pour qu'ils aillent lutter contre la fraction radicale de leur communauté. Il faut reconnaître que l'islam radical est un danger pour faire respecter la loi. Et il est très important, en particulier pour les libéraux, de rester à l'écart des théories telles que le multiculturalisme qui prétend que les cultures et les religions sont toutes similaires. Cette position est à l'origine d'enclaves ethniques et religieuses, et c'est dans cet environnement-là que l'islam radical prospère. Au gouvernement, je dirais par conséquent, essayez d'éviter cela autant que possible. En tant que politicienne et membre du Parlement hollandais, ne craignez-vous pas que le fait de critiquer l'islam ne fasse naître un climat de xénophobie et d'agitation sociale? C'est justement le contraire. Je pense que pour l'avenir de l'Europe, il est crucial d'avoir un débat aujourd'hui entre les immigrés et les autochtones, sachant que l'Europe a besoin d'immigrés. Mais ce débat a été monopolisé par la droite radicale. Et il est temps que les partis libéraux leur reprennent ce monopole. Dans les pays comme la Belgique, le débat est monopolisé par la droite radicale et les groupes islamistes radicaux. Et je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Si on garde les choses telles quelles, et si les partis modérés restent silencieux à ce sujet, les problèmes s'aggraveront. C'est l'expérience qu'on a eue dans les Pays-Bas. Je dirais que c'est en prétendant qu'il n'y a pas de problème, et en adoptant la politique de l'autruche, qu'on encourage la xénophobie et les xénophobes. Ayaan Hirsi Ali, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir.